La crise a fortement touché certains secteurs de l'ESS, mettant en difficulté de nombreux employeurs et en péril des emplois. Quel soutien pourriez-vous leur apporter pour leur permettre de poursuivre leurs activités et de pérenniser les emplois au sein de leur structure? Comment la région peut aider les acteurs de l'ESS pour accéder aux fonds européens, mieux les faire connaître, appuyer la constitution des dossiers et faciliter la gestion des financements? Merci. Oui, la question que vous posez est évidemment liée à celle des territoires, comme celle qui vient d'être posée. Bien évidemment, quand on parle de territoire, ce sont ceux des bassins de vie et que l'objectif est de recréer une véritable économie au sein des bassins de vie. Donc là, sur la sortie de crise, vous avez toujours deux attitudes, deux mesures qui doivent s'accompagner. Il y a celle de l'urgence, parce qu'on n'a pas le temps de faire de la transition, de la transformation, et il y a celle du long terme. Et ça, les politiques doivent jongler toujours avec les deux. Sur celle du court terme, la région, avec d'autres institutions, met en place des plans de relance, des plans d'urgence qui concernent l'ensemble de l'économie. Mais ce qui nous intéresse, nous, plus que tout, c'est comment on rend l'économie en général et grâce à l'ESS résiliente par rapport aux crises qui vont venir, parce que ce n'est pas la dernière malheureusement, et elles vont se reproduire sans arrêt. Et donc, dans cette résilience-là, elle passe d'abord par les territoires. Alors, bien sûr, dans le cadre des CRST, mais je dirais que la CRES, et là, je m'adresse particulièrement à vous, Monsieur Collin, la CRES devrait être une chambre consulaire à part entière, pas seulement avoir les trois et puis la quatrième qui est à côté, mais non seulement elle doit l'être à part entière, mais elle doit aussi infuser vis-à-vis des autres chambres consulaires et du monde économique. J'insiste sur l'aspect de la transformation de l'économie, de cette conversion vers l'ESS, de l'ensemble de l'économie en partant des territoires et en ayant une véritable approche territoriale et en réseau. C'est-à-dire que là, clairement, ça interroge aussi l'organisation territoriale de DevUp, qui est par département, sachant que le département n'a plus la compétence économique, que le département ne permet pas le développement véritablement des territoires dans la mesure où sa taille et son organisation ne le permettent pas. Et donc, nous serions très favorables à une organisation aussi territoriale de DevUp par bassin de vie, de manière à renforcer aussi les contrats de solidarité territoriale par une vision de construction de nouveaux liens économiques dans la proximité. Oui, j'ai bien compris la question qui s'articule autour de deux sujets majeurs, c'est la pérennisation de l'emploi. Et je rappelais dans mon introduction, c'est 1 800 000 emplois au niveau national, donc avec une déclinaison régionale très forte. Et puis la deuxième question qui était posée, c'était concernant naturellement l'usage des fonds européens. Moi, je voudrais rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le modèle coopératif, il est vertueux, c'est un beau modèle, c'est un modèle dont il faut assurer la promotion, c'est un modèle qui apporte de la solidarité entre les coopérateurs. Ce modèle coopératif s'était un peu essoufflé ces dernières années, on va le revivifier, on va l'accompagner. Et vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans une très belle inauguration, une coopérative de Réloir qui a fait en sorte que l'on puisse faire pousser du lavandin. Eh bien, c'est moins d'eau, c'est plus de revenus pour les agriculteurs parce qu'on a une durée d'intervention et de contrat sur 7 années, et c'est quelque part aussi participer à la diversification économique pour les agriculteurs. Et ce modèle coopératif pour les agriculteurs, on peut le développer dans beaucoup de champs d'activité. La seconde chose sur les fonds européens, on sait que c'est très compliqué. J'ai moi-même géré 3 programmes de fonds européens et c'est très difficile parce que ce sont des dossiers extrêmement lourds. Et donc là, nous aurons un dossier unique et la région interviendra massivement de manière à faire en sorte que les acteurs du territoire, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les territoires, on puisse les accompagner plus facilement que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Les contrats régionaux de solidarité territoriale pour nous seront beaucoup plus souples.
ce sera les territoires qui définiront les priorités et non la région qui définira les priorités pour les territoires. Vous voyez, on est complètement à contre-emploi de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je crois que c'est important de laisser cette souplesse, de cesser cette capacité d'innovation. Il y a tellement de richesses, d'innovation, tellement de projets qu'il faut accompagner. Et puis, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Vous savez, c'est cette belle phrase d'Édouard Herriot, le maire de Lyon, qui disait à une époque, la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Pas du tout. Nous serons les ambassadeurs de cette économie sociale et solidaire. Je rappelle ce fonds d'investissement majeur, ce fonds d'investissement dans lequel il y aura un côté participatif avec les populations qui pourront financer des projets de transition écologique. Et d'ailleurs, voyons, je viens de lancer à Châteaudun un Living Lab, donc un espace de réflexion, de rencontre autour de tous les chantiers de transition écologique. Et je vois des gens intéressés parce qu'ils veulent qu'autour d'eux, il y ait des circuits courts, il y ait donc de l'emploi, il y ait donc aussi, quelque part, le respect des territoires et naturellement le développement économique à la clé. Merci. Alors, il y a un dispositif qui existe déjà de soutien aux entreprises sur la relance après la crise sanitaire. Alors évidemment, ce dispositif, on le modifiera, mais on a prévu à l'intérieur des dispositifs spécifiques, des outils spécifiques pour l'économie sociale et solidaire. Donc tout d'abord, on a prévu un accélérateur pour l'ESS en partenariat avec la Banque publique d'investissement, les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Donc, le but, c'est d'accroître l'impact social des entreprises de l'ESS et de renforcer l'approche stratégique de ces entreprises pour leur permettre d'abord de consolider ce qu'elles sont et puis leur permettre, quand elles sont vraiment solides, un changement d'échelle. C'est aussi mettre en place une action conseil pour favoriser le rapprochement des entreprises de l'ESS avec les entreprises classiques. Pourquoi pas jusqu'à la création de joint ventures sociales qui seront des alliances de structures d'insertion avec des grandes entreprises ou voire des grands groupes pour mieux répondre aux appels d'offres les plus complexes dont on sait que les entreprises de l'ESS ont encore du mal à y avoir accès. Et puis enfin, on sait qu'on a quand même des champions de l'ESS, alors je mets champions entre guillemets, mais qui sont déjà des entreprises qui sont solides et il faut les accompagner pour qu'elles deviennent vraiment des acteurs économiques de premier plan. Donc les enjeux, c'est vraiment de consolider à la fois le modèle de l'économie sociale et solidaire, de consolider les emplois, évidemment. Et puis, l'autre enjeu, c'est d'avoir un suivi du développement de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire et pour valoriser leur modèle et pour valoriser aussi les bonnes pratiques, leurs bonnes pratiques, celles qui leur permettent d'avancer, puisque, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même elles qui savent quelles sont les pratiques qui leur permettent d'avancer et d'entraîner avec elles les autres entreprises, voire de les irriguer. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ce principe-là. En ce qui concerne les fonds européens, créer un guichet unique d'aide au montage de dossiers d'aide européens. Et ce guichet unique, il ne sera pas sur un seul lieu. C'est un guichet unique qui sera déployé sur l'ensemble du territoire. L'enjeu, je pense, particulièrement en ce moment, c'est de redonner aux acteurs de l'ESS des perspectives de développement. Et même dans le cadre de la crise. Pour ça, il y a plusieurs outils. Les autres ont cité ceux qui répondent à la crise sur le court terme. Moi, je vais plus m'axer sur le moyen et long terme. Il me semble qu'il y a un dispositif qui s'appelle Effervescence qui a été créé dans le cadre de la stratégie ESS qui vient d'arriver à son terme. Et il me semble qu'il y a aussi un dispositif qui existe déjà, qui est 1 euro citoyen, 1 euro région. Ces deux dispositifs-là me semblent très intéressants à articuler et à booster pour leur permettre de prendre un vrai essor dans le mandat qui arrive. Ensuite, le CAP COP, il était prévu qu'il soit élargi et on pense qu'il faut maintenant le faire. Là, il est temps de le faire puisque les coopératives ont besoin non pas simplement d'être aidées à leur émergence, au moment de leur émergence, mais à plusieurs étapes de leur développement. Et donc, la création d'un CAP coopératif qui puisse élargir aussi au développement de projets. La troisième idée, c'est l'épargne citoyenne, la mobilisation de l'épargne citoyenne. Il y a eu pendant ce mandat un livret qui a été créé sur la COP régionale que les écologistes ont particulièrement porté et qui permet la mobilisation d'épargne citoyenne. Ce type de dispositif nous semble très intéressant. Il faut que la région puisse travailler avec les banques coopératives pour les développer et pour en créer de nouveaux sur les questions d'économie sociale et solidaire. Voilà. Et puis sur les fonds européens, je veux bien savoir combien il me reste de temps sur les fonds européens. Julien ? Il reste exactement 2 minutes. Bon, rapidement, sur les fonds européens,
pour nous, il y a 4 enjeux. Le premier, c'est celui de la trésorerie quand même. Il faut réfléchir ensemble à un outil d'avance de trésorerie pour permettre aux structures de l'ESS d'aller plus facilement sur les fonds européens. Il faut certainement remettre en place un marché d'accompagnement des acteurs, comme il existait avec les micro-projets à l'époque avec la FNARS. Ça me semble très intéressant. Et puis peut-être faire des espaces régions dans les départements, des portes d'entrée aussi pour ce type de sujet, les fonds européens, pour les acteurs. Et puis peut-être aussi renforcer notre lobby ou le continuer, le lobby qu'on peut faire à Bruxelles aujourd'hui sur la simplification des procédures. Voilà. S'agissant du soutien, il faut d'abord de la perspective. Et contrairement à ce que Philippe dit, il est parti depuis quelques temps dans la région, mais on n'est pas sur 3 ans ni sur 6 ans pour les CAPASO. On est aujourd'hui, Philippe, rendu à la 4e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des associations qui portent véritablement de la solidarité ont aujourd'hui à leur côté la région qui apporte l'essentiel des moyens financiers pour des contrats qui vont, pour certains, aborder la 10e, 11e, 12e année, avec chaque 3 ans une discussion sur les objectifs, sur les modalités d'intervention financière et sur les partenariats. Je crois qu'il faut rester là-dedans. C'est critiqué par un certain nombre de formations politiques, mais il faut rester sur le moyen et le long terme parce que c'est indispensable d'avoir de la visibilité. C'est le principal soutien qu'on doit donner aux associations, c'est la visibilité durable. Le deuxième élément, s'agissant des SIC. Les SIC aujourd'hui, et demain, au moment où on va sortir de cette crise, elles vont apparaître encore plus comme des outils possibles, non pas systématiquement à la place d'eux, mais des outils possibles et nécessaires pour porter de nouvelles activités économiques en lien avec les transitions environnementales, les nouveaux circuits de production, les nouveaux services, et c'est absolument indispensable. S'agissant toujours du soutien, les activités d'économie sociale et solidaire trouvent très largement dans les contrats de solidarité d'aujourd'hui, je veux défendre cela, très largement des moyens. Juste un chiffre, je ne vais pas en donner trop, mais en 2021, parce qu'il y a la crise, nous avons porté de 60 à 81 millions d'euros les moyens des contrats régionaux de solidarité territoriaux. Et non pas, comme Philippe Vigier le disait, avec des définitions qui se font par la région, mais véritablement à partir de l'énergie, à partir des projets des territoires, à partir d'un dialogue avec les territoires sur des choses qui sont en convergence, qui s'appellent la transition énergétique, qui s'appellent les services aux personnes. Et ça, il faut absolument le stabiliser, le mettre dans la durée, ça me paraît indispensable. S'agissant toujours du soutien à l'économie sociale et solidaire, dans ces CRST, nous avons mis en place une place considérable de l'innovation avec Idées en campagne. Idées en campagne, ce sont des acteurs qui sont souvent des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de tout ce qui touche à la culture, au service aux personnes, etc., invente le monde de demain et c'est très bien relayé par l'économie sociale et solidaire. Il faut défendre cela. Enfin, l'Europe. Très vite, l'Europe, c'est indispensable. L'Europe, c'est complexe et je rejoins complètement ce que rappelait Jérémy Godet. Nous avons aujourd'hui un engagement de la région qui permet à la fois d'aller chercher les fonds européens, et il faut le faire encore plus en accompagnement, mais aussi il faut que la région apporte des garanties en matière de trésorerie, parce que les fonds européens sont liquidés avec des délais qui sont importants, trop importants pour les trésoreries des structures de l'économie sociale et solidaire, et la région doit prendre le relais, continuer à prendre le relais.